Pierre, t'es natif de quel endroit? Moi, je suis natif de Montréal. OK. Fait que, peux-tu décrire ton parcours? En fait, c'est arrivé au début de la vingtaine, la géologie. Je pensais pas du tout de faire ça. Lorsque j'étais bien jeune, je me dirigeais plus du côté de l'architecture ou du design industriel. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à voyager dans le Grand Nord. J'ai fait plusieurs expéditions de survie en kayak dans le Grand Nord. J'ai travaillé comme guide de chasse au caribou et guide de pêche aussi, dans l'Ongava. Et puis, j'aimais beaucoup ce genre de vie-là. Je retournais chaque année, tout en faisant, je me prenais des sessions sabbatiques où j'allais travailler dans le Grand Nord. Et puis, au début de la vingtaine, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je trouve un emploi ou trouver une carrière qui me permettait de retourner travailler dans le Grand Nord comme ça ou en plein air. Et puis, à force de fouiller, j'ai trouvé la géologie, que je ne connaissais pas du tout. Fait que j'ai fait mon cours en géologie. Graduellement, j'ai travaillé. Je faisais une partie de mes études, j'allais travailler sur le terrain. Fait que j'ai complété à la fin de la vingtaine mon cours de géologie. Et puis, j'ai travaillé en géologie depuis ce temps-là. Surtout dans le Grand Nord, en majeure partie, sur la côte nord. Un petit peu en Abitibi, en fait, un peu partout au Québec. La baie d'Angara, baie du Son, un petit peu à l'extérieur aussi, au Pérou. J'ai fait 2 ans en Haïti. Mais mon grand amour, ça a toujours été le Grand Nord. Je suis toujours retourné dans le Grand Nord, puis c'est un coin que j'aime particulièrement. OK. Et puis, toi, tu résides à Saint-Adolphe depuis combien de temps? Là, je reste à Saint-Adolphe depuis 16 ans. Ouais. Ouais, ça fait 16 ans que je reste à Saint-Adolphe. En fait, je me promenais beaucoup. J'ai beaucoup voyagé avant ça. Même à Saint-Adolphe, j'ai voyagé un petit peu. J'ai été travailler dans le Grand Nord, mais je revenais toujours ici. Là, j'ai passé plus de temps à Saint-Adolphe puisque j'ai espacé de plus en plus les contrats que j'avais en géologie. Fait que je passais plus de temps à la maison que je le faisais avant. Parce qu'avant, surtout dans le Grand Nord, aujourd'hui c'est différent, mais il y a plusieurs années, il y a quelques décennies, la saison dans le Grand Nord est très courte. Pour l'été, là, ça commence fin juin, début juillet, puis au mois de septembre, c'est fini. Là, il faut sortir avant que les glaces prennent. Fait que je partais souvent pour 2, 3, 4 mois de fil d'un coup, sans revenir, là, pour essayer d'utiliser le plus possible tout le temps qu'on avait pour travailler, faire de l'exploration minière dans le Grand Nord. La géologie de la région de Saint-Adolphe d'Howard. En fait, c'était des Laurentides, là. Saint-Adolphe puis les Laurentides aussi, on se trouve à être dans la partie sud au Québec, là, près de la bordure sud du bouclier canadien. Et puis, on est bordé au sud par les basses-terres du Saint-Laurent. La région de Montréal, de Laval, ça va Mirabel, ça soit être très plat, là, ça soit être des sédiments, des roches sédimentaires qui sont horizontales, fait que c'est relativement plat. Dès qu'on arrive à Saint-Jérôme, on commence à monter une côte là, à partir de la rivière du Nord. La rivière du Nord, ça se trouve approximativement la jonction entre les basses-terres du Saint-Laurent puis le bouclier canadien. Le bouclier canadien est plus résistant. C'est des roches qui sont métamorphiques. Souvent, il y a des roches qui s'apparentent au gneiss ou au granit qui sont plus résistantes. Fait qu'ils sont un peu moins érodés. Fait que c'est pour ça que la topographie est plus élevée. Puis on commence à monter une côte. Là, ça, ce qu'on traverse, par exemple, sur la 15, on traverse la rivière du Nord, le pont. Après ça, on commence à monter une côte vers Saint-Jérôme. Là, on rentre dans le bouclier canadien. Le bouclier canadien, c'est fait surtout de roches métamorphiques. Il y a des granites, mais il y a aussi des roches qui sont très anciennes, qui ont été métamorphisées. Ça veut dire qui ont été cuites, puis qui ont été soumises à des pressions très fortes. Et puis, c'est des roches qui sont beaucoup plus résistantes que les roches des basses-terres Saint-Laurent. On a aussi des granites qui sont très durs et puis qui sont plus résistants à l'érosion.
À Saint-Adolphe même, on a une roche qu'on appelle, le nom technique, c'est de l'anorthosite. Ça s'apparente un petit peu, c'est une roche qui est ignée, ça veut dire qui est dérivée du magma. Fait que c'est une roche qui est particulièrement dure, qui se distingue des roches aux alentours. Ça forme un massif, c'est comme une... Si on veut, c'est comme une masse très importante qui a monté dans la croûte terrestre puis qui a atteint la surface, près de la surface, mais qui a été érodée, puis là, aujourd'hui, on le voit en surface. Fait que toute la région de Saint-Adolphe, ça se trouve à cette roche-là. C'est de l'anorthosite, c'est relativement homogène, là. Puis c'est un massif qui s'est formé, si on regarde les années, ça veut dire à peu près 1,15 milliard d'années, tandis que les roches métamorphiques aux alentours vont jusqu'à 1,2 milliard d'années. Fait que c'est une roche qui est un petit peu plus jeune de façon générale, qui a pris place dans la croûte terrestre. Ça a été un petit peu, ça s'est formé dans le manteau, plus en profondeur. C'est un peu comme un genre de, si on veut, de méga slush. Ça se trouve être quelque chose qui est partiellement cristallisé, qui est des cristaux, et puis partiellement liquide. C'est une masse qui a monté graduellement dans la croûte, puis qui s'est approchée de la surface, qui a figé là, et puis avec l'érosion, ça a été exposé, l'anorthosite. Fait que c'est un massif qui est très, très grand, qui part au sud, la marge, la bordure sud, c'est Morin Heights, près de Saint-Adèle, Morin Heights, ça s'approche aussi de Saint-Sauveur, puis ça va au nord jusqu'au nord de Saint-Faustin, ça arrive presque jusqu'à Saint-Jovite, pas très loin du village de Saint-Jovite. Fait que c'est une grosse masse qui est relativement homogène, de roche qui est relativement résistante à l'érosion. C'est une roche qui s'apparente un peu au granit, puisque c'est une roche ignée. Étant très dure comme ça, c'est la raison pour qu'on a des montagnes beaucoup plus élevées. Le centre, là, Saint-Adolphe, Sainte-Agathe aussi, c'est des coins topographiquement qui sont assez élevés. Saint-Adèle aussi, c'est toute la même roche, la northosite, là, qui est plus résistante, qui fait que ça s'est érodé moins vite, et puis on se trouve à avoir des montagnes qui sont plus élevées. OK. Là, tu dis, ça va jusqu'à Saint-Faustin, c'est ça que tu dis? Bon, ça, Saint-Faustin. Mais le Mont-Tremblant, ça fait-tu partie? Non, le Mont-Tremblant, c'est un autre type de roche. Okay. En fait, c'est... on appelle ça des gneiss. Ça a la composition, grosso modo, du granit, mais qui est à grain beaucoup plus fin. Et puis, ça a été interprété comme une roche qui était plus ancienne, ça aussi. Ça fait partie du bouclier canadien, mais ça fait partie de roches qui sont plus anciennes que les roches sédimentaires que je parlais tantôt. OK. La topographie, si on parle on regarde la topographie, là, ce qui a influencé le relief de Saint-Adolphe, il y a la géologie comme telle. En fait, c'est assez homogène. Fait qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit assez égal comme topographie. Ce qui a produit ça, c'est souvent la fracturation qu'il y a dans la roche. On ne le voit pas souvent. Là, il y a beaucoup de fractures qui passent à travers la roche, des failles, qui passent un petit peu partout. Et puis, ça se trouve à faire des zones de faiblesse qui sont moins résistantes que la roche massive qui n'est pas brisée, qui n'est pas fracturée. Ces zones de faiblesse-là sont portées à s'éroder plus rapidement, mais aussi ce qui a accéléré les choses pour créer le relief, c'est la glaciation. Les glaciers dans la région ici, on estime approximativement, tout dépendant des estimations qui sont faites, qu'il y avait environ de 2 à 3 km de glace d'épaisseur. C'est très, très épais. C'est à peu près, si on regarde le dénivelé du Mont-Tremblant à partir de la base jusqu'au sommet, c'est à peu près 600 mètres. Si on parle de près de 3 km, là, c'est près de
3 à 4 fois la hauteur du Mont-Tremblant, mais en glace. Fait que même le Mont-Tremblant était complètement submergé. Fait que c'est une masse de glace qui est très, très importante, qui est portée un peu comme les glaciers de montagne qui coulent dans les vallées. Ici, c'est un glacier continental qui couvrait tout le Québec, en fait, une bonne partie de l'Amérique du Nord, là, du Canada, et puis qui coulait lentement, mais à partir des hauts topographiques, qui coulaient vers les creux, vers les bas, si tu veux. Ici, ça coulait du nord vers le sud, c'est-à-dire vers les basses du Saint-Laurent qui étaient plus basses, et puis plus au nord, la baie d'Ungava, ça s'en allait vers le nord. Fait que ça partait du haut du continent, puis ça s'écoulait de chaque côté, tout le haut. Le glacier, en descendant, ça soit de la glace. La glace est relativement mou. On se demande comment est-ce que ça peut sculpter des montagnes comme ça. Ce qui se produit, c'est que le glacier, aussitôt qu'il commence à descendre, il arrache des blocs ou du sable, des choses comme ça. Là, à la base du glacier, ça forme un genre de matériel composite qui est de la glace qui contient des blocs, du sable, du gravier, des gros blocs aussi. Ça fait un produit qui est très, très abrasif. Beaucoup plus que la glace, beaucoup plus dur que la glace, beaucoup plus abrasif. C'est probablement le processus d'érosion le plus puissant qu'il y a sur la Terre actuellement. Ces choses-là, c'est plus que le vent, plus que l'eau, plus que le gel des gels. C'est qu'il y a une masse très, très importante qui par-dessus un abrasif qui coule. Ça arrache, lorsqu'on a ça, plus ça descend, plus ça arrache des blocs à la roche, plus ces blocs-là sont broyés, se transforment en abrasif aussi. Fait que puis ça devient de plus en plus abrasif. Fait que les montagnes, tout ce qui est roche fracturée, ça part. Souvent, ça crée, surtout dans la région de Saint-Adolphe, ici, vu que la géologie est assez homogène, partout où il y avait de la roche qui était fracturée, comme des failles ou la roche se trouve à être plus faible, si vous voulez, et puis le glacier, en arrivant là-dessus, arrache tout le matériel, puis ça fait une vallée. C'est pour ça que les vallées, souvent, sont orientées souvent le long de certaines lignes. C'est soit des gros plans de fracture là, qui ont traversé la roche. Fait qu'on se trouve à avoir des grandes vallées allongées un petit peu. On pense par exemple, il y en a plusieurs, là, la vallée, par exemple, du lac Beauchamp, ou la vallée du lac Cornu-Nord, où il y a certains secteurs là, où la roche a été complètement arrachée. Et puis, en même temps, le glacier, il se trouve à sculpter les montagnes, mais en plus de ça, c'est qu'il transporte beaucoup de matériel, des blocs, mais aussi beaucoup de sable, beaucoup de gravier. Et puis, après avoir sculpté, il dépose du matériel comme ça dans les dépressions. Fait qu'on se trouve à avoir... C'est pour ça qu'on a beaucoup de blocs. On se promène dans la forêt, là, on voit des gros blocs qui traînent un peu partout. C'est des blocs qui ont été arrachés par le glacier puis qui ont été laissés là. Lorsque s'est arrêté, lorsqu'il a fondu. Puis, une fois que les glaciers, que la glaciation, vers la fin de la glaciation, le glacier s'est mis à fondre. En fondant, ça fait des quantités d'eau absolument gigantesques, là, puisqu'on a de 2 à 3 km de glace. Fait que c'est un petit peu comme le Groenland, quand on voit que ça fond, ça crée des rivières, des torrents absolument très importants. Là. Ça fondait rapidement. Fait que ça a créé, tout ça, ça a transporté, ces torrents-là ont transporté du sable, du gravier, puis on remplit ça des plaines. Les dépressions, souvent, ont tout été remplies de sable. On voit ça, par exemple, là, le tour du lac. Là, en fait, tout ce qui est autour du lac Sainte-Marie, du lac Saint-Joseph, par exemple, il y a des genres de plaines qui sont constituées surtout de sable. Ça, bien souvent, ça a été déposé vers la fin de la glaciation. Lorsqu'il y a eu des grands torrents d'eau là, qui ont
Puis ça fait des genres de deltas, là, qui se sont remplis de sable dans les dépressions. Les lacs ont été créés surtout par des blocs, par les glaciers, qui ont arraché les blocs. La plupart du temps, là, les blocs qui se tenaient moins bien, fait que ça a été arraché, fait que ça a créé des dépressions. Puis c'est pour ça qu'on a autant de lacs à Saint-Adolphe, là. Puis aussi, on a des montagnes très élevées. On regarde, par exemple, le Gator. Le Gator, c'est le point le plus haut de la région de Saint-Adolphe. Si on monte sur la montagne, là, où est l'antenne, si on regarde la roche, ça doit être la roche que je disais tantôt, la northosite, mais il y a très peu de fractures dedans. Si on regarde, là, il y a très peu de fracturation qui s'est produite, fait que la roche est très résistante à l'érosion, puis le glacier n'avait pas de prise pour pouvoir arracher des blocs parce qu'elle était massive. Fait que c'est une des raisons. Les montagnes là, qui sont plus élevées, là, souvent c'est la roche qui est très compétente, là, qui se tient très bien, puis qui avait moins de prise pour les glaciers. Puis il y avait moins de fractures. Moins de fractures dedans, puis ça a été moins transporté par... les blocs ont été moins arrachés. Tandis qu'autour, les blocs, la roche a été fragmentée par les glaciers, a été transportée, puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de blocs, on voit beaucoup de très, très gros blocs, là, dans la forêt. Lorsqu'on se promène, là, c'est justement, souvent c'est près de la source, surtout s'ils sont angulaires. C'est qu'aussitôt que le bloc est arraché, il est transporté dans le bas du glacier, il commence à être broyé. En devenant broyé, il s'arrondit. Mais on voit beaucoup de blocs qui sont angulaires. Fait qu'on sait que ceux-là n'ont presque pas été broyés par le glacier, fait qu'ils sont près de la source. Ça soit des blocs qui ont pu être transportés juste quelques centaines de mètres, ou même moins des fois, à partir de la source. En fait, ça a influencé, si on regarde tout le côté économique aussi, là, quand Saint-Adolphe s'est développé, si on regarde dans la région générale, là, des Laurentides ou des Basses-Terres du Saint-Laurent, il y a eu beaucoup de fermes qui sont développées à l'origine, de la coupe de bois, des fermes, relativement peu de mines. Les fermes, pour Saint-Adolphe, à cause de la topographie, justement à cause du type de roche qu'on a, puis de la façon que ça a été sculpté par les glaciers, on a très peu de grandes vallées ou de grands terrains qui sont plats. Il y en a à quelques endroits, on en retrouve, mais de façon générale, la topographie est accidentée. Fait que c'est un terrain qui se prête beaucoup moins bien à l'agriculture. Ici, des fois, il peut y avoir des petites fermes, mais souvent, c'est des terres qui sont locales, là, où on peut cultiver sur des aires beaucoup plus restreintes, qui sont plus ou moins horizontales. Mais c'est la raison pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de fermes, là, comparativement à d'autres secteurs dans les Laurentides, dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, où il y a beaucoup plus d'agriculture. Mm-hmm. Fait que c'est surtout la raison pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'agriculture ici. Mm-hmm. Je sais pas si tu as déjà défriché ton terrain un petit peu, là, nettoyé. C'est beaucoup d'ouvrage ici. Parce que enlever les arbres, surtout les premiers colons qui arrivaient ici, ou jusqu'à 50 ans, 100 ans, juste avant que les tracteurs commencent, là, les gens faisaient ça à mitaine. On voit des grandes terres là, qui ont été déboisées, défrichées, ils ont tout enlevé les roches. C'était un ouvrage absolument gigantesque. Faire ça, les gens avaient ça prend beaucoup de patience, beaucoup de courage à faire ça, puisqu'aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Je connais pas grand monde qui défrichait une terre aujourd'hui, comme ça s'est fait dans le passé. Hein? C'est tellement d'ouvrages que... Puis souvent, on disait que c'était des terres de roche, c'est vrai. Dans bien des cas, on regarde ça, les accumulations de pierres, là, des fois, ils font des genres de clôtures là, ou de barrières entre les terres. Là, c'est des accumulations de roches ou des piles. C'est des quantités gigantes. C'est tout fait à mitaine. C'est tout fait à main, ça. Ça prenait des gens qui... avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de courage. Puis c'était de la survie dans ce temps-là. Ouais, de la survie. Il y a la végétation. Je ne sais pas si tu peux, toi, parler de la végétation un peu. Mais, tu sais, pourquoi il y a tel type d'arbre plus que tel type d'arbre, ou je sais pas, ça dépend. En fait, localement, ça dépend beaucoup du terrain aussi, là. Si c'est humide ou quel genre de sol qu'on peut avoir.
parce que ça doit être surtout du feuillu, et puis avec des aires de conifères par endroits, là. À Saint-Adolphe, il y a plus de conifères ou de feuillus? De façon générale, je dirais que il y a plus de feuillus Ouais. que de conifères, oui. Bon, il y a des aires où on a des secteurs où il y a plus de conifères, surtout dans certaines dépressions, des fois, lorsque le sol est plus humide, là, on peut avoir du conifère, ou dans certains cas, s'il y a beaucoup de sable. Quand on parlait des secteurs là, où le sable s'est déposé, là, le conifère, des fois, il a plus de facilité à pousser dans des terres de sable que le feuillu. Okay. Surtout le bois franc, là. Mais ça doit être, en général, beaucoup de bois franc, dont la montée bois franc actuellement. Puis, mettons, par rapport au réchauffement climatique, peut-tu avoir des conséquences au niveau de la géologie? Comment ça peut... Non, c'est pas... non, il n'y a pas vraiment de conséquences ici, là. Si on avait du pergélisol sol comme dans le Grand Nord, il pourrait en avoir des conséquences. Parce qu'on pourrait se ramasser avec des terrains qui se liquéfient là, à un moment donné. Mais ici, c'est pas vraiment le problème. Le principal problème, ça va être l'érosion. De plus en plus, avec les changements climatiques, puisqu'on on se retrouve des extrêmes. Souvent, quand on a des pluies, c'est des grosses pluies. Tant que la végétation retient bien le sol, ça va aider beaucoup. Ça ne fera pas trop de glissements de terrain. C'est pas une région où on va avoir des glissements de terrain. Il peut en avoir, mais ça va être surtout localement, très localement, où on a coupé des arbres, où on a des fois fait des routes ou des fossés, où l'eau peut rentrer dans le sol et puis, à un moment donné, liquéfier, à un moment donné, là, le sol. Mais c'est pas un problème qu'on a ici. On en voit quelques... À l'occasion, je pense, ça fait quelques années, il y a eu un glissement de terrain au lac des Sées-Îles. On s'appelle aussi le long de la 15, il y a peut-être une dizaine d'années. Il y a eu un secteur aussi, il y a eu un glissement de terrain. Mais c'est très local, c'est pas des gros glissements de terrain, là. Le long de la 15, souvent, c'est à cause de l'activité humaine. C'est souvent, on altère le couvert végétal, puis ça permet à l'eau de rentrer dans la terre, là, puis il n'y a plus rien qui la retient. Et puis, des fois, ça peut créer, dans certains cas, des petits glissements de terrain. Mais à part de ça, pour la géologie comme telle, ça touchera... la roche, ça l'influencera pas trop. En fait, c'est tellement à long terme. Si ça continue à se réchauffer, puis si on passait plusieurs milliers d'années comme ça, là, je dirais, bon, on peut se ramasser avec des latérites, là, comme dans les pays chauds où l'eau est plus chaude. Et puis, il y en a probablement eu ici, mais ça a tout été gratté par les glaciers. Ça soit toute la roche qui est altérée en surface. Ça se trouve à dissoudre certains minéraux, enlever la silice, puis il reste souvent des couches qui sont plus riches en alumine, comme dans bien des pays où on extrait de la bauxite. Mais ici, il y en a très peu ici, puisque tout ce qui était en surface a déjà tout été gratté par les glaciers, sauf localement, on peut avoir certains secteurs qui ont été préservés. Le glacier a pu passer par-dessus pour une raison quelconque. Là, il peut y avoir une montagne qui a protégé un peu de latérite. Mais c'est rare qu'on a ça. On y en a quelques endroits, mais c'est plutôt rare. Aussi, à Saint-Adolphe, c'est pas le cas ici, parce que c'est une roche qui est très dure, qui est relativement résistante à l'érosion, puis à la dissolution aussi. Mais si on s'en va, par exemple, là, à Morin Heights. À Morin Heights, si on prend la route 329 à partir du feu de circulation, si on fait à peu près 300-400 mètres, on frappe le contact entre ce que je disais tantôt, les sédiments métamorphisés et puis la northosite. On a le contact qui est là. On a toute la vallée de Morin Heights jusqu'à Saint-Sauveur, c'est très bas. La route, puis on a des montagnes de chaque côté. La raison de ça, c'est que c'est des roches métamorphisées, mais c'est des calcaires. Calcaires qui sont beaucoup plus tendres,
qui sont beaucoup plus solubles aussi. Souvent dans les calcaires, avec les années, l'eau qui percole dissout le calcaire beaucoup plus facilement, puis ça crée des grottes ou des cavernes. Il y en a peut-être encore qui étaient assez profondes. Il s'en est probablement fait avec les années, mais plusieurs de ceux-là ont été soit arrachés par les glaciers, puisque les glaciers ont sculpté ces roches-là de façon assez profonde. Fait que s'il y avait des cavernes, il y a des bonnes chances que cette roche-là soit partie avec les glaciers, ou que le matériel, le sable, gravier, blocs qui est transporté par le glacier ont tout recouvert ça, puis que les ouvertures des cavernes sont fermées aujourd'hui. On ne les retrouve pas. Mais il y a des bonnes chances qu'il y ait des cavernes qui se soient formées dans le secteur de Morin Heights, Saint-Sauveur, puis à d'autres places aussi dans les Laurentides où on a ce type de calcaire-là aussi. L'eau ici, à Saint-Adolphe, devrait en général être très bonne. Surtout si c'est des puits artésiens, là, parce que c'est une roche qui se dissout relativement peu comparativement à celle de Morin Heights. Si quelqu'un a un puits dans la région de Morin Heights, c'est dans les calcaires, ils vont se ramasser avec de l'eau dure, tandis qu'ici, là, on a plus de chances d'avoir une eau qui est beaucoup plus neutre, avec un pH qui est plus neutre que dans le sud. Bon, ben gars, je vais prendre ça en photo. Ben gars, je te remercie beaucoup, Pierre. Bien, ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup.